Salut à toi Anto. Eh bien, comme promis, je te fais cette petite vidéo qui va te servir de topo pour cette magnifique plongée qui est Elphinstone. Alors, comme tu peux le constater sur ces images, eh bien, il est très tôt puisque cette plongée est assez loin des côtes. Je pense qu'on en a pour environ 45 minutes de navigation en speedboat. Et à part les plongeurs levés ce jour-là pour cette plongée ou pour les excursions au niveau des temples, eh bien, il n'y a personne de levé dans le resort. Tout est calme. C'était un moment très très agréable. J'étais logé dans l'appartement face à moi. D'ailleurs, je vais m'y rendre immédiatement pour récupérer mes affaires de plongée pour partir ensuite direction le centre. Alors, le côté intéressant d'être au rez-de-chaussée, c'est que ça me permettait d'aller dessaler mes affaires et mon matériel après la plongée, directement dans les piscines que tu as pu voir sur les images, voilà, derrière moi. Et je n'avais plus qu'à les tendre, eh bien, sur la terrasse. C'était très pratique. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui, 5e jour en Égypte et le jour le plus attendu pour moi, car il est actuellement 5h20 du matin, le soleil est déjà levé et c'est la plongée que j'attends particulièrement, c'est la plongée sur le récif d'Elphinstone. Ce récif est le but en fait de mon périple ici à Marsa Alam, parce que je tenais principalement à faire cette plongée. Alors, j'ai discuté avec quelques plongeurs qui l'ont déjà faite, des Allemands et d'autres nationalités. Ils me disent qu'elle est un petit peu galvaudée, parce que tout le monde en parle, c'est un petit peu le même principe que la Tour Eiffel. Il faut aller à Paris, il y a une Tour Eiffel, il faut aller la voir. Après, on se tape du monde, des emmerdes, c'est le bordel, c'est cher, enfin bon, il y a tout le package négatif qui va avec. Donc, on me dit que Elphinstone, c'est un jacuzzi, puisqu'il y a d'innombrables bateaux, un petit peu comme ça serait pour chez nous certains spots très prisés, la Gabinière, le Donator ou autre. À certains moments, c'est implongeable, il y a trop de monde. Donc on me dit qu'il va y avoir ce type de désagrément. On m'explique également que Mahmoud, notre guide et directeur du centre de plongée, vu qu'on est sous les directives PADI, qu'il n'y a pas de caisson avant je sais pas combien de milliers de kilomètres, il faut aller au Caire ou je sais pas trop, bon bref, pas de palier de décompression, donc ça veut dire qu'on va faire 2 plongées, double tank, à 20 mètres maximum de profondeur. Autant vous dire que à la période de l'année où je me trouve ici, parce qu'apparemment pour les requins, les grands pélagiques, ça serait le mieux, ça serait il m'a dit juillet, bon bref, je m'y connais pas trop là-dessus. Les collègues qui l'ont fait il y a 3 jours auparavant m'ont dit Ludo, le problème c'est que tu vas voir des requins marteaux. Ah ouais, un super banc de requins marteaux, mais il va être à 50, 55 mètres, 60 mètres. Et toi, avec tes 20 mètres de profondeur, tu ne verras que des ombres de marteaux. Voilà, un banc de hammerhead de, je sais pas, de 60 ou plus individus. Donc il m'a dit ça c'est frustrant. Et mon voisin de chambrée, un Allemand, me dit alors lui il a été dégoûté. Parce que sur une des extrémités du récif d'Elphinstone, il y a un longimanus qui est là à demeure. Et le longimanus, il était à 45. Donc eux, ils ont fait des photos d'un longimanus lointain. Et quand ils sont montés sur le bateau, qu'ils sont déséquipés, les bouteilles voilà, remises dans le rack, en train de changer les robinets pour passer à la deuxième plongée, et attendre le délai d'intervalle de surface, qu'est-ce qui se passe? Le longimanus, il n'arrive pas en surface, il sort son aileron et il tourne autour du speedboat. Voilà, il était dégoûté, blasé. Donc en fait, Elphinstone semble être une plongée exceptionnelle, avec beaucoup de chance et avec des conditions exceptionnelles. On peut retrouver du requin baleine, on peut retrouver des raies manta, enfin toute la faune. Mais faut-il encore qu'elle soit disposée à se montrer ce jour-là? C'est un petit peu le jeu de la plongée sur tous les spots, quels qu'ils soient dans le monde. Bref, donc surfréquentation, beaucoup de plongeurs. Il est évident qu'à ce rythme-là, la faune, ce sera vite
échappé, on va dire. Donc on va essayer de voir si on tire notre épingle du jeu, si aujourd'hui ça n'a pas motivé trop de troupes. Bref, vous avez vu, le soleil est levé, 5 h du matin, depuis 5 h, même peut-être un petit peu avant. Et ici les journées commencent très très tôt, je vous l'ai dit. Donc c'est la première fois que je me lève si tôt, parce que pour cette plongée on a beaucoup de distance. Voilà, donc les prérogatives, 6 h départ du speedboat et retour pour 13 h je crois. Allez, je vous laisse, je vous reprends quand on arrive sur le bateau pour continuer un petit peu la discussion. Et voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, j'espère que je ne serai pas déçu et qu'Elphinstone sera au rendez-vous de mes attentes. Allez, on se retrouve bientôt. Bon, me voici au club de plongée, la structure. Là-bas, sur le ponton, vous avez notre guide avec le pilote du speedboat qui sont en train de pousser le chariot contenant nos bouteilles et le matériel du jour. Et puis je me dirige en fait avec les quelques minutes avant de partir sur la plage pour capter ce moment magnifique d'un très beau lever de soleil en Égypte. Allez, j'essaye de vous faire profiter de cela. Regardez, derrière moi, ce magnifique lever de soleil en Égypte, jour 5 de ce périple. Un petit 360 pour vous montrer. Le club est ici, le club est ici. Et entendu ici la zone avec les parasols et le ponton qui permet de passer toute cette zone de corail très abrasive. Et puis bon, il ne faut pas marcher sur le corail, hein, ça le casse et tout ça, mais destructrice pour les pieds et compagnie. Donc afin de pouvoir accéder à la haute mer, on va dire ça comme ça. Voilà, magnifique lever de soleil, magnifique lever de soleil. Je vous laisse en profiter sans ma tête dessus. Anto, comme tu peux le constater, la lumière en Égypte est particulièrement photogénique. Je t'engage vraiment à prendre ton appareil photo et à nous sortir des clichés de folie, comme tu en as si bien l'habitude. Donc vraiment, je compte sur toi pour nous sortir des photos artistiques, parce que cette lumière, comme je me répète, est très photogénique. Donc tu as de quoi faire. Ces moments magnifiques, imprégnés dans mes souvenirs. Et puis surtout dans la carte mémoire, parce que mes souvenirs, moi, ils commencent un peu à disparaître, à fatiguer. J'ai le cerveau qui flageole. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je vais revenir avec le boîtier, une fois qu'on aura fini de plonger, un matin, pour capter ce beau lever de soleil avec de meilleures conditions qu'une GoPro. On retourne s'équiper. J'ai déjà le bas, les ordi, prêt à partir. Alors en Égypte, c'est un petit peu déstabilisant parce que tu ne touches pas ton matériel. Les membres du staff t'équipent, te connectent à robinetterie, te changent les bouteilles. Bon, ils font tout pour toi. Ça, c'est des pratiques qu'on n'a pas trop l'habitude. Moi, je n'aime pas du tout ce genre de choses, parce que j'ai pas confiance. Je préfère vérifier moi-même et être sûr de ce que je fais. Donc, cela ne t'empêche pas de contrôler toi-même ton matériel, mais sache une chose, ce sont des pratiques là-bas. C'est eux qui s'occupent de tout, et toi, tu te laisses faire. Et c'est parti pour Elphinstone. Alors un autre point, ne t'attends pas à trouver beaucoup de Français. Honnêtement, j'ai dû plonger qu'avec 2 Français durant mon séjour, dont le collègue qui est sur ma gauche dans la vidéo.
Tout le reste était majoritairement des Allemands. L'Égypte, c'est vraiment très cosmopolite et tu parles anglais tout au long de ton séjour. Alors comme tu peux le voir sur le bateau, nous ne sommes que 3 plongeurs. C'était une structure de petite taille, une sortie adaptée, très agréable, mais regarde ce que l'on a sur le site à proximité d'Elphinstone. Ce sont les fameux croisiéristes qui vont te transformer le site en un véritable jacuzzi et le but c'est de plonger avant qu'ils se mettent à l'eau. Et comme ce sont des gens d'un certain âge, ils sont là pour une croisière, c'est souvent à partir de 10 heures qu'ils s'immergent, donc nous on a réussi à passer juste avant. Donc voici l'Égypte et ça c'est Marsa Alam, l'aéroport. Donc je suppose que ton resort avec les tentes ne doit pas être très loin, j'ai pas pris le temps de regarder exactement où il se trouvait sur la carte. Et voici en fait, ça c'est la route qui longe le désert, tu vois que elle va desservir quelques resorts et à part ça, il n'y a rien, pas de ville, que dalle. Et elle fait tout le sud, du Soudan jusqu'à la Méditerranée. Ça, c'est le resort, le Sataya dans lequel j'étais. Tu retrouves le ponton sur la droite, d'où on est parti tout à l'heure. Voilà. Et voici la distance à peu près qui te sépare d'Elphinstone Reef, qui n'émerge pas. Le récif est à peu près 30 à 40 cm sous la surface. Tu peux constater sur la photo présente qu'il y a également vu de satellite les bateaux de croisière que l'on a croisés tout à l'heure. C'est pour te dire en fait qu'ils sont là quasiment constamment. Donc c'est une présence très très habituelle. Là tu vois c'est calme à bord parce qu'ils avaient lâché la plupart de leurs clients sous l'eau quand nous on avait terminé notre plongée. Allez, de retour sur Elphinstone. Donc quand on est arrivé, le courant était dans ce sens-là, du sud au nord, on va dire. Et de ce que j'ai pu comprendre, en fait, le courant habituel est dans le sens inverse. Il vient du nord au sud. Donc la plongée se fait au début de l'îlot. Et ensuite, comme c'est une plongée dérivante avec le courant, tu finis en zone de palier au niveau des bateaux. Et c'est là que tu as la zone où tu vas rencontrer le Longimanus. Donc tu l'as compris, ce jour, le courant étant inversé, on a commencé la plongée au niveau des bateaux, au niveau donc du Longimanus. Forcément, on n'a pas pu le voir. Et ensuite, on a terminé de l'autre côté du récif. Dès l'immersion, tiens-toi prêt à shooter parce que si tu es, comme moi, à te mettre à l'eau dans le sens inverse, tu es sur la zone du Longimanus et tu peux peut-être avoir la chance de le croiser. En tout cas, ça va très vite, le courant te pousse assez rapidement et à défaut d'avoir le requin, tu as des carangues qui se trouvent sous tes pieds. Et le temps qui est imparti pour les filmer est très court, surtout qu'elles viennent te voir furtivement et elles repartent. Donc au moins essaye de choper les carangues, elles sont sur le platier, là tu as environ 20 mètres de profondeur sous tes pieds. Et voici nos copains les croisiéristes, donc tu vois qu'ils te transforment très vite la zone en jacuzzi. Malgré tout, voilà, il y avait un bateau qui avait largué du monde en même temps que nous. Ils étaient sur un autre profil de plongée, donc ils nous ont pas trop gênés, mais tu vois, c'est très vite désagréable. À gauche de l'image, tu as notre guide. Ça, que tu sois autonome, pas autonome, niveau 3, 4, 12, ce que tu veux, en Égypte, tu plonges avec un guide. Voilà. Donc, il sera là, malgré tout, pour te montrer
les espèces qui sont sympathiques et ça reste intéressant malgré tout d'avoir un guide quand tu connais pas forcément. En te rapprochant du substrat, tu commences à voir la faune fixée qui s'y trouve. Ce sont beaucoup de coraux mous. C'est somptueux. Et là, tu commences déjà à voir les yeux qui partent dans tous les sens pour essayer de voir le maximum de choses. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est un aquarium géant. Et tu n'arrives pas à fixer ton attention. Donc, sur cette partie du récif, beaucoup de ce type de coraux mous, là, je ne connais pas exactement le nom, j'ai pas encore regardé dans les livres. Ici, sur ces images, tu peux t'apercevoir de l'absorption des lumières. Il faut vraiment avoir énormément de watts de façon à faire ressortir toutes ces couleurs chatoyantes. Car dès que tu te recules un petit peu d'1 mètre, 1,50 m, tout redevient bleu. Voilà. Donc n'hésite pas, il te faut énormément de lumens. Tu as vu que les coraux te font très vite de l'ombre et tu as des zones d'ombre et de lumière, donc fais attention au positionnement de tes phares. Et comme on est en déplacement, eh bien voilà, c'est pour ça que ça donne cet effet. Dès que tu prends le temps de t'arrêter, ce qui n'est pas du tout évident parce que ton guide lui continue à nager, ta palanquée continue à avancer. Regarde, là je suis obligé de repartir un peu rapidement pour les rattraper. Eh bien le problème c'est que tu as des rushs qui sont moins sympas que quand tu te poses et que tu commences un peu à faire un plan fixe et de voir un peu en détail les animaux. Voilà ce qui est frustrant dans ce type de plongée avec le courant et le déplacement. Là, tu as un poisson perroquet. C'est impressionnant comment, avec leurs dents, ils arrivent à broyer le corail. Et quand ils défèquent, tu vois tout ce sable corallien qui s'éparpille. C'est assez impressionnant. Et ils font beaucoup de bruit sous l'eau. Donc, très sympa. Là, c'est un petit spécimen, mais j'en ai vu des énormes. Alors, bien entendu, il faut rester bien attentif à ton guide parce que tu as très vite tendance à le perdre et te retrouver comme c'est arrivé à d'autres plongeurs avec un autre groupe parce qu'il suffit qu'une combinaison, une paire de palmes se ressemble un petit peu et terminé, tu te perds de palanquée.
Sur ces images, tu peux te rendre compte de la verticalité du tombant. La visibilité ce jour-là était très bonne. Je pense qu'on avait 20-30 mètres de visibilité, donc ce qui nous donnerait environ là, au niveau du zone bleu foncé opaque, on doit voir les 40-50 mètres de profondeur. Et après, de toute façon, le tombant d'Elphinstone descend encore beaucoup plus bas, mais là, c'est ce que peut porter la visibilité. Donc ça te donne une idée, en fait, dans les témoignages, quand il y a les bancs de marteau qui sont et qui évoluent dans les 40 mètres, eh bien, toi, avec tes prérogatives PADI, eh bien, tu ne vois que les ombres depuis la surface. Voilà pour ce qui sera des requins marteaux, si tu n'as pas la chance de les croiser directement de face à face. Comme tu le vois, ces alcyonnaires là ont des couleurs vraiment fabuleuses. Je t'invite à rester un petit peu plus longtemps dessus, de façon à essayer de faire des proxys, parce qu'il y a vraiment des images magnifiques à faire sur ces organismes. Les poissons de cette famille sont assez peu farouches et tu as de quoi en tirer des belles prises de vue. Donc quand tu repères ce type de poisson, n'hésite pas, ils sont pas craintifs. Quelle que soit ta profondeur sur le tombant, la couche écologique et les organismes qui y vivent sont similaires, à part franchir vraiment des profondeurs où la luminosité va décroître. Donc essaye de respecter, on va dire, les 10-12 mètres, ce qui va te donner une autonomie beaucoup plus longue, de façon à optimiser tes prises de vue. Pas besoin de descendre trop profond, bien entendu. Là, tu vois, c'est vraiment vertigineux, cette profondeur qui s'offre à toi. Le tombant est magnifique. Alors ça, ces petites anémones, honnêtement, si j'avais pu avoir le temps, je serais resté des heures à les fixer d'une façon hypnotique.
Je les connaissais déjà dans les aquariums publics, en les ayant vus à Monaco ou autres, mais aller voir in situ, regarde, c'est vraiment captivant ce mouvement d'aspiration, de relâchement, c'est superbe. Mais voilà, regarde. Pendant que j'étais en train de filmer ça, mon guide et la collègue m'ont déjà mis 20 ou 30 mètres dans les dents. Et tu vois, je suis obligé de palmer comme un fou, je me fais porter par le courant pour les rattraper. Voilà, c'est vraiment frustrant pour un photographe de faire la plongée d'Elphinstone, puisque tu voudrais passer du temps sur tous les organismes et tu n'en as pas du tout la possibilité. Voilà, il faut avancer, avancer et avancer. Alors petit réflexe, si tu passes au-dessus d'un groupe de plongeurs, puisque c'est un tombant, forcément, prends bien garde à ne pas prendre de bulles d'air qui vont venir se fixer sur ton objectif, sinon ta mise au point, elle est foutue. Tiens, regarde, encore cet organisme, comme il est superbe au niveau des couleurs. Allez, revoici nos poissons jaunes de tout à l'heure. Comme j'ai vu qu'ils étaient pas farouches, je vais retenter une prise de vue dessus. Et tu vois, ils sont assez joueurs, donc il y a de quoi faire de belles images. La loche rouge avec les points blancs derrière, j'aurai l'occasion de la refilmer, mais c'est un poisson qui ne bouge pas également. Donc n'hésite pas, si tu la vois, à porter ton attention dessus, tout autant que le ptérois volitans, la rascasse volante. Bien entendu, elle, c'est la championne, elle ne bouge pas du tout, donc là, tu sors des images de fou.
On va le revoir plus tard et bien entendu proche de la surface par rapport aux profondeurs, mais cette construction corallienne là, si particulière avec ces, on va dire, stalagmites un peu émoussés, c'est l'habitat des demoiselles. Donc moi je les ai quasiment toujours vues, les colonies de demoiselles oranges, dans ce type de corail. Donc dès que tu vois ce type de formation, fixe-toi, tu vas les voir, elles vont sortir des branches de corail, rentrer, sortir. C'est un balai très intéressant à capter en vidéo. Là, ce ptérois, il était bien dans l'axe, donc il m'a offert une belle prise vidéo. Il avait un port bien fier, voilà, donc très belles images dessus. Notre guide nous montrait en fait cette limace avec des petites cornes, on va dire, sur le corps au centre de l'image. Mais j'ai pas pu la prendre comme il faut.
Revoici la fameuse loche rouge qu'on avait rencontrée tout à l'heure. Tu vois ? Très beau cette couleur avec ses petits points bleus. Notre guide va déployer son parachute. La plongée touche à sa fin. On va faire des paliers malgré tout de principe. Mais voilà, c'est terminé d'ici 4 à 5 minutes. On sera sur le bateau et c'est au déploiement du parachute que le speedboat nous repère et vient nous chercher. Tiens, revoici notre formation corallienne dont je te parlais tout à l'heure. Et à chaque fois que j'ai été au palier, étant donné que cette concrétion est dans très peu d'eau, eh bien j'ai toujours fini mes paliers en observant les demoiselles sur ces rochers.
sensations? Génial. T'es un peu bruyant sous l'eau. Ah, tu parles trop. Eh oui, c'est le problème. Voilà, on vient de sortir de cette première plongée sur Elphinstone. La mise à l'eau, j'ai coupé net, j'étais en train de vouloir bavasser, puis finalement, Marmot nous a dit, ferme là, c'est le moment de plonger, donc on s'est équipé, on a sauté. Je reprends maintenant. Le site, 3 énormes bateaux dessus. Facile. Donc, on s'est retrouvé avec un jacuzzi au début. Bon, si on regarde pas le large et les plongeurs, ça allait, et qu'on regarde que le tombant, eh ben, c'était beau. Hein, et on n'a pas été gêné par les plongeurs. Mais sinon, il y a eu du monde. Viens nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on a plongé? Qu'est-ce qu'on a pensé de cette plongée? What do you... Bad or... Ah. Bon, là on se déplace, on va se repositionner près du Longimanus qu'on n'a pas vu, parce que tous les bateaux étaient déjà sur le spot et ils étaient en train de lui faire peur, donc c'était une plongée sans requin. Mais bon, vu la masse de vie qu'il y a dessus, moi ça m'a pas gêné personnellement. Si sur la deuxième plongée on peut avoir le requin, ça serait mieux. S'il n'y est pas, j'y rentrerai pas une maladie. Ah, ils ont peut-être perdu un plongeur. Ils cherchent leur plongeur égaré qui est là-bas. Peut-être que grâce à lui on verra le requin du coup. Ça serait sympa. Merci le plongeur allemand. Le sec, ou du moins le récif d'Elphinstone, n'émerge pas, semble-t-il, de l'eau. Hein. Il reste vraiment immergé d'environ 1 mètre, c'est ça? Il y a 1 mètre sous la surface. Bon, voilà le deuxième site de plongée du Longimanus. Donc bon, on verra s'il est là.